conversations du week-end. Aujourd'hui, carte blanche. Chers auditeurs de KTO Radio, bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour l'émission Carte Blanche dans le cadre des conversations du week-end. Le principe de l'émission, vous le connaissez chaque mois. KTO Radio donne carte blanche à une personnalité pour partager ses convictions, ses engagements et ses passions et lui propose d'inviter 2 personnes de son choix. Aujourd'hui, nous donnons carte blanche à Bertrand Badré, ancien directeur général finance de la Banque mondiale et aujourd'hui à la tête d'un fonds d'investissement responsable. Bonjour Bertrand Badré. Bonjour Guillaume. Je vais vous présenter rapidement pour nos auditeurs. Vous avez 58 ans, vous allez les avoir dans quelques jours. Vous êtes diplômé d'HEC, Sciences Po Paris, de l'ENA. Vous avez fait une carrière de banquier, comme directeur financier au Crédit Agricole, mais aussi à la Société Générale. Puis, je l'ai dit, vous avez été directeur général finance de la Banque mondiale. Et vous êtes, selon votre expression, tombé dans la finance par accident. Mais en 2016, vous créez et dirigez, vous créez avec 2 associés un fonds d'investissement responsable qui s'appelle Blue Like an Orange Sustainable Capital. On dit couramment plutôt Blue Like an Orange dans le langage courant. Blue Like an Orange va très bien. Blue Like an Orange, ok. Et donc vous créez avec 2 associés et vous dirigez ce fonds d'investissement responsable. Bien sûr, vous allez nous en parler. Vous êtes un auteur aussi, vous avez écrit 7 livres, on ne va pas tous les citer. Mais citons-en 3. En 2016, Money Honey. Et si la finance sauvait le monde, c'était aux éditions Débat Public. En 2020, Voulons-nous sérieusement changer le monde, c'était aux éditions MAM. Et le petit dernier en date, c'était en 2024 chez Actes Sud. Des femmes et des hommes, le pouvoir en partage, que vous avez coécrit avec Fabienne Alamelou-Michaille. Alors vous êtes, vous me l'avez dit quand on a préparé cette émission, passionné par le climat, promoteur d'une économie juste et durable. Et vous avez une ambition, c'est de refaire le monde, ni plus ni moins, ou du moins plus modestement, contribuer à votre mesure à refaire le monde. Et c'est pour ça que vous avez choisi ce thème pour cette carte blanche, faire planète aujourd'hui, s'engager avec le reste du monde. Et pour ça, vous avez 2 invités, Léa Brumter, responsable de l'impact chez Blue Orange Capital. Bonjour Léa Brumter. Bonjour. Et bienvenue dans le studio de KTO Radio. Et le deuxième invité, Bruno Bouygues, chef d'entreprise et investisseur. Bonjour Bruno Bouygues. Bonjour Guillaume. Voilà, alors Bertrand Badré, je vais vous laisser nous présenter à la fois le sujet que vous avez choisi et vos 2 invités. Écoutez, merci Guillaume de cette introduction trop généreuse, mais c'est agréable en ce moment où les gens n'ont pas tendance à être généreux naturellement. Allez, soyons généreux. Non, et puis c'est précisément ce qui m'a conduit à choisir ce sujet. C'est qu'on est dans une période, on le sent tous, une période de transition dont on ne voit pas très bien d'ailleurs le point de sortie. On a vécu pendant des années différentes formes de mondialisation. Certains l'ont même appelé la mondialisation heureuse. Ça, c'était les années 90. Les années 90, 2000. Il y a une dizaine d'années, on s'était mis d'accord après la crise financière sur une feuille de route mondiale. Ce sont les objectifs de développement durable, ce sont les accords de Paris sur le climat, un peu moins connus, les accords d'Addis Abeba sur le partenariat pour le développement. En fait, à l'époque, tous les pays de la planète se mettent d'accord pour donner un cap à l'économie mondiale qui soit, c'est des mots qu'on a entendus en boucle depuis, durable, résilient et inclusif. Et donc on est parti sur cette idée très noble, très ambitieuse. Et on s'aperçoit 10 ans plus tard, après le Covid, après le conflit en Ukraine, après les événements de Gaza, après la guerre en Iran, etc., qu'on est très loin du compte. C'est-à-dire que sur les objectifs qu'on s'est donnés il y a 10 ans, les Nations Unies ont fait un décompte assez précis, on est à plus de 80%, soit en retard, soit en marche arrière. Donc en fait, on n'a pas réussi à passer ce cap, on n'a pas réussi à s'aligner sur cette feuille de route. Et au fond, ce qui s'est passé, c'est que la mondialisation, on a essayé de la restaurer, mais en mettant des barbelés partout, des checkpoints, des tarifs douaniers, des détroits qui sont bloqués, enfin, prenons des exemples récents. Donc on voit bien, voilà, et donc on a mis du sable dans tous les rouages, précisément au moment où les défis sont des défis qui s'imposent à tous sur la planète,
le défi du climat au premier chef, le défi de la nature, mais aussi le défi de l'immigration et des réfugiés, le défi du risque cyber, le défi de l'intelligence artificielle. Il n'y a aucun de ces défis qui peut être résolu par un pays derrière des barbelés, aussi grand soit-il, que ce soit la Chine ou les États-Unis. Et donc, on voit bien chez beaucoup une tentation de repli, de se dire, tout ça, ça me dépasse. Et donc, je vais essayer de bien faire mon boulot dans mon entreprise, dans mon village, dans ma famille. Et puis, chacun fait ça, ça va bien se passer. Oui. Et on sait bien que ça ne marche pas comme ça. Il faut évidemment que ça se passe bien chez soi, mais il faut garder un regard sur le monde. C'est ça qui est très important. Et c'est pour ça que je disais faire planète, parce que les défis, ceux que j'ai exprimés là, sont des défis qui s'adressent à toute la planète et à tous les habitants. Ce n'est pas tout seul à Malakoff ou ailleurs qu'on va y arriver. Et c'est pour ça que j'étais très heureux de choisir ce thème et très heureux de le faire avec deux personnes qui font partie de l'aventure Blue Lagoon Orange, mais plus que ça, qui partagent avec un regard, et j'espère que cette émission va permettre de le voir, un peu différent, parce qu'il y a plusieurs manières d'appréhender ce problème. Léa Brumter, qui a rejoint Blue Lagoon Orange il y a un peu plus d'1 an, mais qui a un long parcours dans l'impact, qui a même, elle m'a avoué en venant ici qu'elle avait même passé une période sabbatique chez des peuples premiers indigènes en Colombie, donc c'est un engagement extrêmement fort, et qui s'occupe chez Blue Lagoon Orange de déterminer ce qu'est l'impact. Je laisserai en dire plus long. C'est facile de dire j'ai de l'impact. Mais en fait, il faut dire j'ai de l'impact comment, avec qui, pourquoi. Et il faut le mesurer. Il faut le mesurer, il faut en rendre compte, il faut accepter de se tromper. Donc voilà, donc ça pour moi c'est Blue Lagoon Orange, c'est très important d'être très sérieux sur ce sujet, et c'est Léa qui incarne au quotidien cette fonction-là. Et Bruno, qui a pour moi 2 casquettes aujourd'hui, au-delà du fait que c'est un ami très cher et très proche, il est à la fois un de ceux qui a le premier cru dans l'idée Blue Lagoon Orange en disant « Ok, on va essayer de faire de la finance un peu différemment et je vais t'accompagner ». Et alors non seulement il l'a fait comme investisseur, mais il l'a fait où il prend son téléphone, il me dit « Ça va ?» Et ça a une valeur infinie. Et puis Bruno, il est aussi complémentaire de ce que je fais. Nous, on investit, donc on collecte de l'argent et on l'investit en Afrique ou en Amérique latine. Bruno, lui, il fabrique en France, il fabrique d'ailleurs pas seulement en France, je laisserai se présenter. Et Bruno, il a une entreprise qui fait planète aussi. Plus de 130 pays dans lesquels il exporte, une connaissance presque intime de tous ses circuits commerciaux. Et il vit dans sa chair. On s'était beaucoup parlé au moment du Covid, c'était pas très simple pour lui. Et j'imagine qu'aujourd'hui, il nous le dira, ce qui se passe dans le Golfe, c'est pas très simple non plus. Et donc voilà, c'est aussi une entreprise en Mayenne industrielle, créatrice d'emplois, qu'il a formidablement développée depuis 20 ans. Et qui aussi incarne cette manière de travailler ensemble, de commercer. Donc voilà un peu les différentes facettes de ce que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui. Alors Léa Brumter, je me tourne vers vous. Votre mission, c'est d'avoir un impact sur le monde, alors, dans une certaine mesure. Rien que ça. Merci Bertrand pour l'invitation. Donc oui, en effet, ma mission chez Blue Lagoon Orange, ce que j'essaie de faire au quotidien, c'est vraiment d'avoir un impact, et Blue Lagoon Orange est un formidable terrain de jeu et terrain d'expérimentation avec des équipes internationales pour essayer de trouver vraiment les leviers d'impact et de rediriger les flux financiers vers des entreprises à impact qui, comme toutes les entreprises, passent par des hauts, des bas et avec lesquelles on essaye d'établir une vraie relation partenariale au fil du temps. Pour essayer, en plus de l'impact qu'elles ont au sein de leur business model, d'améliorer cet impact au fil de l'investissement. Mais ce qui est important, Léa, ce que tu peux expliquer, c'est pas l'impact, je dirais, sans racine. Ce qu'on veut, c'est des entreprises qui soient à la fois profitables. On fait un investissement qui rapporte, qui permettent à des investisseurs institutionnels, comme par exemple AXA, qui est un de nos investisseurs importants. AXA ne fait pas par charité. Il le fait parce qu'en investissant en Blue Lagoon Orange, il espère avoir à la fois une rémunération du risque qu'il prend en investissant dans des pays qui sont un peu plus difficiles que d'investir dans le 8e arrondissement de Paris, mais aussi d'avoir un impact. Et en fait, Léa, elle est au carrefour. C'est que parfois, on a des tensions entre la mesure du rendement financier et la mesure de l'impact. En fait, il faut être très exigeant sur les deux. Tout à fait. Je pense qu'on va en reparler, mais l'impact, c'est pas blanc ou noir. Il n'y a pas des entreprises, des secteurs qui sont automatiquement un impact et d'autres qui ne le sont pas du tout. Il faut vraiment, et c'est ça qui est très intéressant avec ce métier et tout ce qu'on fait sur l'impact, c'est rentrer dans les tensions, rentrer dans les débats, dans les discussions difficiles, dans les
impacts de prime abord, impact positif de prime abord, mais en fait on se rend compte, comme pour les renouvelables par exemple, qu'il y a une zone grise, qu'il y a aussi des externalités négatives, comme on les appelle, des impacts négatifs dans la chaîne d'approvisionnement, avec du travail forcé, des pollutions, etc. Donc on essaie vraiment d'avoir cette vision globale pour rendre compte de l'impact qu'on fait au quotidien. C'est donc un métier de choix, un métier de discernement. Tout à fait. Voilà. Et alors, En fait, c'est important ce que vous dites. C'est vraiment, et pour moi, c'est essentiel. Et je pense que Bruno a la même expérience dans l'entreprise. C'est pas un métier intellectuel. C'est pas un métier. On dit on peut faire un peu des deux, ou on va faire un peu ça ou un peu ça. À un moment donné, vous avez un comité d'investissement qui décide on y va ou on n'y va pas. Et donc, il faut à un moment donné faire somme de l'analyse de Léa sur l'impact, de l'analyse de l'équipe d'investissement sur la finance, toutes choses bien considérées, on y va ou on n'y va pas. Et donc, prendre le risque de se tromper, Absolument. comme vous le disiez. On pourrait peut-être donner la parole à Bruno Bouygues avant la première pause musicale, ça vous convient ? Absolument, au contraire. Vous avez un impact depuis la Mayenne avec une ETI, c'est ça, une entreprise de taille intermédiaire ? C'est comme ça qu'on la nomme ? Tout à fait, merci. Donc, vous cherchez aussi cet impact ? Alors d'abord... merci pour la présentation, merci Bertrand. Peut-être que je peux préciser pourquoi je suis venu dans Blue Like an Orange. En fait, quand cette notion de développement durable est arrivée, était plus présent sur la scène internationale, il m'a semblé important de participer à une aventure dédiée sur le sujet pour finalement, au travers du chemin de Bertrand, m'éduquer moi-même. Puisque en fonction de son éducation, de son environnement, eh bien, on n'est pas tous sensibilisés de la même façon. Alors maintenant, le développement durable, lorsqu'on est une entreprise comme GIS qui exporte dans tous les pays du monde, eh bien Bertrand l'a très bien dit, on est passé d'une mondialisation simple à une mondialisation plus compliquée, où le numérique était proposition de valeur, et aujourd'hui, en fait, on continue à exporter parce qu'on a construit des relations humaines fortes avec nos partenaires dans le monde entier. Tu as parlé de barbelés, les barbelés montent tous les jours, et c'est parce qu'on a des relations humaines fortes qu'on arrive à les surmonter tous les jours. Et je pourrais donner énormément d'exemples au quotidien. D'accord, très bien. Alors, on va marquer une première pause, si vous le voulez bien, et nous allons écouter Jean-Sébastien Bach, on ne le présente plus, et c'est le Sanctus de la messe en si, c'est vous qui avez fait ce choix, Bertrand Badré. Pouvez-vous nous l'expliquer ? C'est une de mes Madeleines de Proust. J'ai habité plusieurs fois aux États-Unis, au total une petite quinzaine d'années. Et dans le premier séjour, on avait avec mon épouse 2 enfants et on avait choisi de passer l'été 2001, donc avant le World Trade Center, un été caniculaire, dans le nord-ouest des États-Unis. Et Wyoming, Montana. Et dans le Montana, on a visité le Glacier National Park, le parc national des glaciers, qui est le seul parc binational canadien-américain. Et qui a une particularité, donc c'est un parc avec des glaciers, et c'est un parc où il y a une route qui a un nom magnifique, qui s'appelle Going to the Sun Road. La route qui va vers le soleil, et qui est une route qui monte très haut, mais avec un seul virage. Alors c'est compliqué à la radio d'expliquer ça, mais c'est en montagne, dans les Alpes, on est habitué à des lacets, on monte en lacet. Là, il y a un seul lacet pour faire 1000 mètres de dénivelé. Donc on a une grande ligne droite, un virage, une grande ligne droite. Et il se trouve qu'il faisait un temps magnifique, que ça ruisselait, les glaciers ruisselaient, il y avait de l'eau partout, c'était tellement beau. Et il se trouve que la programmation de la voiture est tombée sur cette messe en si et ce Sanctus, et qu'on a rendu grâce dans la voiture, et que c'est vrai que pour ma femme, les enfants étaient petits, ils s'en souviennent pas, mais pour ma femme et moi, c'est une forme d'hymne à l'amour et d'hymne à la beauté de la nature. Donc c'était un momentum, comme on dit, pour vous. Absolument. Voilà. Alors vous allez nous faire partager ce momentum de votre vie, la messe en si, le Sanctus.
Vous êtes à l'écoute des conversations du week-end de KTO Radio. Aujourd'hui, carte blanche à Bertrand Badré, ancien directeur général finance de la Banque mondiale et aujourd'hui à la tête d'un fonds d'investissement responsable. Alors, Bertrand Badré, nous étions sur ce monde sens dessus dessous juste avant d'écouter Jean-Sébastien Bach. Voilà, donc c'est bien de se rappeler que Sanctus, ça a duré presque 300 ans et que ça continue à illuminer non seulement la route qui monte vers le soleil, comme je le disais dans le parc des glaciers, mais que ça continue à être un moteur dans les moments plus difficiles. Et alors, je voulais poser la question à Bruno, qui a été vraiment témoin de la naissance de Blue Lagoon Ranch, qui a été là dès le premier jour, et plus que ça, même on ne va pas rentrer dans les détails à la radio, mais effectivement, on voit bien qu'il y avait une forme d'enthousiasme qui succédait à l'adoption des accords de Paris sur le climat, à l'adoption des objectifs de développement durable. C'était pas compliqué, les gens avaient envie de comprendre, d'apprendre, etc. Et on voit depuis quelques mois, un petit nombre d'années, ce que les anglo-saxons appellent le backlash, en tout cas je dirais le regard plus distancié sur ce sujet-là. Je crois que je vous avais dit quand on a préparé que j'avais fait une intervention à New York où à la fin la journaliste m'a dit c'est formidable ce que vous dites mais c'est plus à la mode. Oui. Et je lui ai dit mais attendez, c'est pas un problème de mode. Si chaque année est plus chaude que la précédente, si les océans s'acidifient, si la biodiversité s'effondre, les inégalités explosent. Je me dis oui, mais les gens sont fatigués, on voit qu'on n'y arrive pas, il faut passer à autre chose. Et donc, la question qui me taraude aujourd'hui, et je voudrais presque passer la patate chaude à Bruno, c'est est-ce qu'au fond, on s'est trompé ou est-ce qu'il faut tenir le cap et finalement adapter le discours, parce que peut-être qu'on n'a peut-être pas vendu comme il fallait, peut-être qu'il y a d'autres angles. Toi qui es entrepreneur, qui dois conquérir des marchés, convaincre, comme tu l'as dit, passer par-dessus les barbelés. Il y a aussi des barbelés qu'on n'attendait pas qui sont venus. Voilà, je suis preneur de tes conseils une fois de plus. Alors, merci beaucoup Bertrand. La vérité, c'est qu'il y a une demande de développement durable partout dans le monde. Et elle se traduit en tant qu'industriel par un ensemble de demandes de la part des clients qui changent. Et depuis les accords de Paris, je verrais en tant qu'industriel 3 grandes phases. On a d'abord eu une première phase que je vais appeler finalement entreprise, avec de la certification d'entreprise. Donc toutes les entreprises ont dû passer ISO 14001. On a commencé à avoir des certifications EcoVadis en France, par exemple. Et donc dans un premier temps, les premières demandes ont été au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est ce que je vais appeler la phase 1, et on s'est mis en réglementation. Puis, tout ça, c'était très bien, et ça nous a permis, notamment en Europe, d'aller séduire des grands comptes qui avaient une demande et une obligation. Et puis, petit à petit, en dehors de l'Europe, pour exporter, il y a eu des demandes au niveau des produits, avec des certifications produits supplémentaires, et une notion de veille réglementaire produit, parce que certains pays interdisaient certaines matières, donc on ne pouvait plus exporter certains produits, et donc il fallait s'intéresser à ces règles d'importation, à cette nouvelle réglementation. Donc on est passé petit à petit de l'entreprise est pas mal à tiens, il faut que je commence à regarder mon produit pour qu'il soit acceptable dans le pays, pour continuer à commercer avec vos partenaires historiques. Et puis là, on entre dans une troisième phase qui est intéressante, où aujourd'hui, on parle de passeport numérique des produits, et on va parler de ce qu'on appelle la taxonomie. Donc la taxonomie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'analyse de tout ce qui est à l'intérieur d'un produit. Parce que quand, par exemple, se fabrique une machine, qu'on va vouloir l'exporter quelque part, eh bien demain, il va falloir que je dise sur la palette quelle quantité de cuivre, de plastique, de composants électroniques, d'acier, d'aluminium j'ai, pour que le pays en question sache, dans tous les entrants qu'il a, eh bien, comment il va pouvoir recycler, et est-ce qu'il a les moyens de recycler, de retravailler tous ces éléments. Et puis c'est aussi un élément de souveraineté pour le pays qui exporte, pour savoir est-ce qu'il a, à l'intérieur de ses géographies, les filières pour pouvoir continuer à approvisionner. Donc ça, c'est le deuxième sujet, qui est la taxonomie. Le passeport numérique, c'est plutôt une notion d'identification mondiale des produits. Et puis le dernier petit sujet, mais qui va s'amener en grandissant, c'est finalement le bilan carbone, non plus de l'entreprise, mais du produit. Et là, aujourd'hui, c'est une analyse qui est complexe, et en fait, on fait une analyse grossière pour l'entreprise, et après, on la divise par le nombre de produits. Je le fais en simple. Mais aujourd'hui, voilà. Donc, en fait, le développement durable, aujourd'hui, c'est une condition sine qua non de rester aux affaires. Donc, malheureusement, il y a ce qu'on entend,
Et puis il y a la vérité en tant qu'industriel. Et ceux qui arrêtent aujourd'hui, ils n'auront plus d'entreprise industrielle dans 10 ans. C'est terminé. Donc, faut pas qu'ils pensent que c'est passé de mode. Alors. Ah non, pas du Non, tout. mais c'est pour ça que je suis très, très heureux d'entendre ça, parce que c'est vrai qu'effectivement, une personne qui n'est pas dans la réalité économique et qui écouterait le flux, soit sur les réseaux sociaux, les radios, etc., aurait le sentiment que, à quoi bon, enfin, que c'est fini, et que voilà, le mouvement s'est arrêté. Et je suis extrêmement heureux d'entendre Bruno expliquer concrètement ça, parce qu'au fond, ceux qui ont compris que c'était stratégique et qu'il n'y avait pas de marche arrière, ils vont continuer. Et puis il y a ceux qui n'étaient pas convaincus, qui se disent « moi je suis là pour quick money, enfin je fais le plus vite possible et je m'en vais ». Ceux-là, ils vont souffrir. Moi j'étais très frappé dans des discussions internationales que j'ai pu avoir, où on voit effectivement des États-Unis qui en position officielle sont évidemment hyper sceptiques. Vous voyez, les représentants officiels des États-Unis disent « moi des règles internationales, je ne suis pas tellement fanat ». Et des règles sur le développement durable, je ne suis pas tellement fanat. Vous avez l'Europe qui est en train de se rechercher un peu en essayant de repositionner le pacte vert, le Green Deal de 2019. Et vous avez, c'est très frappant, la Chine qui a fait comme décision politique pour son pays, je serai la première puissance durable au XXIe siècle. C'est un virage stratégique. Et avec des conséquences industrielles que Bruno connaît bien. Aujourd'hui, 80% des composants de l'énergie solaire ou éolienne sont produits en Chine. 80% des batteries, un secteur que Bruno connaît mieux que d'autres, sont aussi produits en Chine. Et donc, on commence à voir qu'il y a une stratégie industrielle qui réussit. Et donc, il ne faut pas se laisser abuser par le bruit. Mais si je peux me tourner vers Léa, parce qu'effectivement, Bruno nous a ramené dans le concret, ça veut dire effectivement un produit, le bilan carbone d'un produit. Est-ce que quand vous irez au supermarché, vous aurez le code barre qui vous dira, en achetant ces céréales plutôt que celle-là, votre bilan carbone, c'est pas le même. Est-ce que quand vous irez chez Leroy Merlin acheter du bricolage, vous verrez, c'est vers ça qu'on va tendre. Et alors nous, on est confrontés avec Blue Lagoon Range, on investit dans des pays pas très faciles, mais qui ont un appétit d'impact aussi. Ça, c'est très impressionnant. Je dis souvent, quand on a commencé à investir il y a 10 ans, les gens venaient nous voir pour qu'on leur apporte des financements, et d'une certaine manière, si l'impact était le prix à payer, ils faisaient un peu d'impact pour nous faire plaisir. Aujourd'hui, les gens viennent nous voir autant pour qu'on les aide dans leur financement, qu'on les aide dans leur stratégie d'impact. Alors, ce que j'aimerais, si tu veux prendre un ou deux exemples, il y a des moments où on a eu des difficultés, ou en tout cas, où ce n'était pas évident. Il y a des trucs où on se dit, oui, si on fait des panneaux solaires, c'est évident, puis il y a des situations où c'est moins évident. Et pourquoi est-ce qu'on prend le risque de se tromper ? Donc, en effet, la vraie question, c'est, comment est-ce qu'on crée de l'impact, comment est-ce qu'on développe de l'impact, comment est-ce qu'on le prouve, et comment est-ce que ça s'ancre aussi dans la réalité des entreprises et dans leur contexte. Ce que tu disais au début, Bruno, sur l'approche de l'impact, en effet, c'est fascinant le fait qu'on ait tous une approche personnelle de l'impact. Ce que signifie l'impact pour moi n'est pas forcément ce que signifie l'impact pour des entreprises, et on a chacun notre éducation, expérience personnelle, professionnelle, etc., qui joue beaucoup. Et même en partant d'un même constat, cette dimension de l'impact peut être différente, ou cette vision de l'impact peut être différente en fonction des acteurs, des personnes. Nous, aujourd'hui, on accompagne avec ce qu'on essaye d'être des méthodologies les plus robustes possibles, les plus ancrées dans la science possible. On s'appuie sur des benchmarks publics, sur des travaux scientifiques, pour vraiment rendre la démarche la plus robuste possible, pour justement essayer de ne pas être... d'être le plus objectif possible en termes d'impact. Et ça implique une certaine écoute et une co-construction, d'éviter une posture de donneur de leçons avec les entreprises qu'on... Si tu veux prendre d'exemple, par exemple, on peut avoir une entreprise qu'on a financée qui est sortie de notre portefeuille. Donc là, on est libéré dans la parole. Peut-être l'exemple de Chavin, qui est un cas très intéressant. Tout à fait. Qui nous a posé beaucoup de questions et qu'en fait, on a traité. Et sans le savoir, peut-être que tout le monde autour de la table a déjà mangé des produits de Chavin. Oui. Donc, c'est une entreprise agricole qui produit des fruits secs, des fruits congelés. Au nord du Pérou. Au nord du Pérou. La thèse d'investissement était vraiment autour de l'emploi.
et autour de la valorisation de fruits qui n'étaient pas forcément conformes pour la vente de fruits dans les supermarchés. Voilà, il y a des critères de conformité, de taille de fruits, En fait, etc. les deux fondateurs étaient révoltés par le fait qu'on écartait 40% de la production au motif qu'il y avait des taches ou des formes bizarres. D'accord. Ils ont dit, nous, on n'écarte rien et on commercialise. C'était l'aspect, le problème, alors. Oui. C'est ça. Et donc, cette entreprise travaillait avec des clients européens, de plus en plus d'exigences autour des droits de l'homme, de plus en plus de sujets autour du travail des enfants aussi dans les chaînes d'approvisionnement des fruits au Pérou et dans d'autres pays, évidemment. Et donc, l'idée, c'était de se positionner pour les accompagner sur des audits approfondis, pour vraiment comprendre quels étaient sur quel levier on pouvait agir. On pouvait les accompagner pour essayer de limiter ces risques et de trouver des solutions concrètes. Et donc ça a vraiment impliqué un travail de co-développement avec cette entreprise, avec les agriculteurs sur le terrain. Et c'est là que ça devient intéressant. Nous, on arrive avec les aspects réglementaires, on a une bonne vision des attentes des parties prenantes des entreprises. Mais évidemment, pour que ça fonctionne, il faut l'implication des personnes sur le terrain. Parce qu'ils ont leurs habitudes, les qui ont producteurs, leurs habitudes, etc. Enfin, ils travaillent en famille, alors les enfants, tout ça, c'est une question, j'imagine. Oui. Exactement. Et l'une des solutions, par exemple, ça a été de trouver des solutions de garde, parce que les enfants étaient aussi dans les champs, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. En fait, cette histoire est intéressante parce que c'est un des rares moments où j'ai cru que l'entreprise Blue Lake Orange pouvait exploser. Parce que comme le dit Léa, on a par exemple Picard, qui était un des acheteurs, c'est pour ça que j'ai dit, peut-être si vous mangez des mangues congelées chez Picard, elles viennent de là. Elles viennent de là, bon. Ou la Berry. Et donc le projet nous paraissait bien, pas de gâche alimentaire, on prend tous les produits, on fait des due diligence, que dit Léa pudiquement, et on s'aperçoit qu'il y a des enfants dans les exploitations. Vous pouvez Due diligence, c'est quand on fait des vérifications avant de prendre une décision, on vérifie que d'un point de vue légal, social, tout est respecté, qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et donc, les gens avec qui on travaille nous disent, on a un souci, cette entreprise s'approvisionne auprès de 500 ou 600 paysans péruviens, des exploitations de 1, 2 ou 3 hectares, donc des toutes petites exploitations. On parle de mangue, d'avocats, de fraises, enfin des produits de ce type-là. Et ils nous disent, a priori, il y a des enfants sur les exploitations. Et donc là, alerte rouge. Donc les Européens de Blue Lake Orange disent, il y a des enfants, fin de l'histoire. Et les Latino-Américains de Blue Lake Orange me font remarquer assez perfidement, si les vacances scolaires en Europe sont au mois d'août, c'était pas pour aller à la plage, c'était pour faire la moisson. Oui. Donc vous aussi, vous êtes passé par là, donc l'idée, c'est plutôt de nous aider que de nous faire la morale. Et on a eu des discussions assez vives. Et pour la petite histoire, ce que disait Léa est parfaitement exact, c'est qu'au fond, on est parti bille en tête, on est allé voir l'entreprise, on a mis en place tout un programme d'accompagnement pour faire en sorte que les enfants aient une obligation scolaire, qu'ils ne soient pas exposés à des produits dangereux, etc. Et la réalité, ce qu'on n'avait pas compris, donc notre regard était faux, c'est que ces enfants, comme disait Léa, ce n'était pas un problème de travail, c'était un problème de garde. Et on avait tous regardé bille en tête en disant il y a des enfants, donc ils travaillent. Et en fait, non, ce n'était pas le sujet. Ouais. Donc c'est pas que je veux dire, c'est un exemple concret où il faut changer de lunettes, il faut aller discuter avec les gens, il faut mobiliser tout le monde autour de la table, etc. Est-ce que nous, on arrive avec notre regard d'Européen? Bien sûr. Ouais. Et je suis sûr, Bruno, dans ton expérience internationale, tu as des tas de fois où tu arrives avec une vision, avec des préjugés, comme on dit, ou des stéréotypes, et qu'en fait, tu te rends compte que les gens sont juste pas comme nous et que c'est pas grave. La géographie, l'histoire, les réseaux électriques, la température, le climat. Quand on est en Arabie Saoudite, en Éthiopie, en haut du Chili, en fait, les produits ne sont pas utilisés de la même façon. Il y a des caractéristiques, on doit les changer, on doit les adapter. Et pour ça, il faut dialoguer. Et très souvent, on part avec un point de vue qui vient de notre expérience. Et en fait, la richesse de l'international, et c'est pour ça qu'il faut essayer de la garder, c'est justement tous ces dialogues qui permettent de construire et de co-construire souvent la bonne solution. Et la bonne solution, c'est jamais la première. Oui.
Et Léa, je peux peut-être dire 2 mots, mais ce que je veux dire, c'est que tu es en première ligne là-dessus. C'est qu'effectivement, on a une équipe d'investissement qui va dérouler son tableau Excel. Donc le tableau, on va faire le modèle financier, etc. Alors, c'est super, ça marche. Et puis Léa dit, attendez, on n'a pas regardé ce point, comment c'est compatible, ça veut dire quoi ? Et tu peux expliquer comment c'est une tension, c'est une tension dialectique forte et qui est ce qui fait la richesse de notre métier en réalité. Ouais, complètement, c'est ce que je disais au début. C'est une tension qui n'est pas, qui est passionnante et qui est pas évidente parce qu'il faut aussi, sont des entreprises souvent qui ont un truc en plus, qui ont un certain impact, mais on est obligé de partir d'une thèse d'impact, d'un cadre, de l'appuyer sur sur des travaux scientifiques, sur des benchmarks publics, et de s'assurer qu'on ne regarde pas que l'angle environnemental, par exemple, on regarde aussi l'angle social. Enfin, il y a le développement durable, c'est pas juste regarder une petite partie, c'est vraiment avoir une vision à 360 de l'impact le plus possible. Et donc voilà, c'est la difficulté en même temps. Et encore une fois, de le faire avec des petites entreprises dans des pays loin de chez nous qui ne raisonnent pas pareil, qui n'ont pas les mêmes outils. Et donc, c'est de la haute couture, en fait. De la haute couture. Alors, nous allons marquer la deuxième pause musicale. Bertrand Badré, vous avez choisi un tube, une chanson du siècle, on va dire. Très cliché, oui. Eh bien oui, mais elle est très belle. C'est un ancien Beatles, il s'appelle John Lennon, vous l'aurez reconnu. C'est Imagine, bien sûr. Alors, il y a 2 raisons pour lesquelles j'ai choisi Imagine. La première, c'est que c'est un tube qui m'a accompagné, sur lequel j'ai dû danser, toute une série de choses, évidemment. C'est vrai que la phrase I might be a dreamer, but I'm not the only one », c'est quand même... on est tous autour de la table, on est tous dans cette position. On est un peu des rêveurs, oui. On est des rêveurs, mais avec les pieds dans la glaise, et on n'est pas les seuls, et heureusement. Et puis, c'est lié à un souvenir beaucoup plus précis, qui est au lendemain des attentats de 2015 en France. Donc moi j'étais à Washington, à la Banque mondiale, et il y a eu un rassemblement place Lafayette en face de la Maison Blanche, qui d'ailleurs n'est plus accessible aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de travaux, si vous avez noté, à la Maison Blanche. Enfin, à l'époque c'était accessible, et pour les Français, puis les Américains qui voulaient montrer leur solidarité avec les Français. Et il y a eu un moment d'une très très grande émotion. Je ne sais plus très bien comment c'était organisé, c'était un peu anarchique, mais quelqu'un a commencé à chanter Imagine, la chanson. Et il y a eu une espèce de silence autour des paroles d'Imagine. Eh bien, nous écoutons immédiatement John Lennon chanter Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Nowhere below us, above and all the sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It's easy hard to do. Know that the cure on that phone and no relation to. Imagine all the people living light and peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday we'll join Earth and the world is this one. Pardon ?
Chers auditeurs de KTO Radio, vous êtes à l'écoute des conversations du week-end. Aujourd'hui, une carte blanche à Bertrand Badré, ancien directeur général finance de la Banque mondiale. Et aujourd'hui, il est à la tête d'un fonds d'investissement responsable, Blue Like an Orange. Alors, on parlait de vos engagements, les uns et les autres, donc avec Léa Brumter et Bruno Bouygues, vos deux invités. Alors, l'engagement, c'est une affaire spécialiste ou vous pensez que même nos auditeurs peuvent y arriver? Non, je pense qu'on est tous appelés à la mesure de nos moyens à s'engager. Enfin, je pense que l'attitude face au tourbillon du monde d'aujourd'hui, on a une attitude un peu de protection, comme je le disais au début, soit l'autruche, soit la tortue romaine. On dit tout ça va passer, moi j'essaie de faire ce que je peux. C'est dramatique. Enfin, moi je sais que je discutais beaucoup, de manière d'ailleurs probablement pas très heureuse avec mes grands-parents, quand je leur disais, mais attends, quand vous étiez en 1935, 36, 37, 38, là, vous voyez bien que ça allait mal finir, qu'est-ce que vous avez fait? Enfin, il me dit, tu sais, c'était pas simple. Et j'ai pas envie, et je pense que c'est ce qu'on partage ici, c'est que dans 20 ans, si d'aventure les choses tournent mal, ce que je ne souhaite pas, mais qu'on peut pas exclure, qu'on dise, vous avez rien fait. C'est pas possible. Donc ça, c'est vraiment... Et à tous les niveaux, on peut faire. Alors, on est plus ou moins doté de capacités, d'effets de levier, etc. Mais on est tous appelés à faire quelque chose. Alors ça vient en partie de l'éducation que j'ai reçue. Enfin, j'ai été biberonné à la parabole des talents. Oui. Mais j'ai eu aussi comme mentor Michel Cantu, qui a été directeur général du FMI. Oui. Et qui m'a toujours répété en boucle cette phrase de Charles Péguy à propos d'Emmanuel Kant, qui disait « Il veut garder les mains propres, à la fin, il n'a plus de mains. » Oui. Et donc voilà, il faut prendre le risque de se salir les mains. C'est ce que disait Léa tout à l'heure. On va peut-être faire des erreurs. C'est pas grave. Là, quand on va regarder les fraises de Chavin, peut-être qu'on va se tromper, peut-être pas. Et donc je pense qu'il faut que il faut agir. Une autre citation que j'aime bien, c'est Jean Monnet. Quand on lui demandait est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste, il disait mais ça n'a pas de sens. Je suis ni optimiste ni pessimiste. Je suis déterminé. Le fait que les gens me disent moi je suis optimiste, ça va bien se finir. Peut-être, super, mais c'est pas comme ça que ça marche. Oui, donc il faut être engagé. Et je me tournerai peut-être vers Léa parce que j'ai un peu trahi ton passage dans la jungle. Et peut-être que je suis allé un peu trop loin, mais voilà, comment est-ce qu'on choisit au début du 21e siècle de s'engager professionnellement dans ce que tu fais aujourd'hui, qui est pas simple et qui est, comme ça pour certains, plus à la mode. Donc. Oui, c'est ça. Alors, j'ai fait en fait, ce qui m'a lancé dans le développement durable, déjà, c'est un parcours très international. J'ai grandi au Royaume-Uni, j'ai vécu plus de 20 ans là-bas. J'ai étudié, voyagé, travaillé beaucoup en Amérique latine et en Asie. Et je me suis retrouvée dans des études de commerce assez traditionnellement et à me dire mais on parle pas des vrais sujets et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le lien avec l'humanité, le vivant, la planète qui en fait soutient, qui a vraiment duquel on dépend et duquel tout ça dépend. Donc j'en suis ressortie un peu moyennement partante et j'ai découvert tout le volet impact développement durable et je suis dedans depuis longtemps avec cette conviction que en fait on peut pas, moi personnellement je ne peux pas être une personne dans ma vie personnelle et une autre au travail et cette réconciliation est essentielle et je pense que tout ce qu'on fait, l'argent qu'on dépense au quotidien, tout est un espèce de vote. On vote pour des produits qu'on veut voir, pour des entreprises qui soutiennent des emplois locaux, pour des entreprises qui... Enfin voilà, tout est... Je suis convaincue que tout comme les entreprises, on regarde vraiment leurs impacts en 360, nous, on a aussi cette... il faut aller chercher ce lien et cet engagement partout, sans avoir peur de se tromper, parce que c'est vraiment... faut pas que ça arrête l'engagement. Et il y a une chose qui est peut-être accessible à tout le monde, vous parlez du vote, là, on vote pour tel produit, les choix de consommation. On a tous un pouvoir, là. Non, mais on a pas seulement dans la consommation. Enfin, je veux dire, Bruno ou nous comme entrepreneurs, comme consommateurs, comme investisseurs, comme citoyens. Enfin, je veux dire, ça c'est aussi notre leçon de Michel Cantu.
Évidemment, il était directeur général du FMI à un moment où le FMI, en plus, était tout puissant. Donc, effectivement, il avait plus d'influence sur la planète que beaucoup d'êtres humains. Et les gens lui disaient, bah oui, c'est facile pour vous d'être engagé, mais moi, je suis une toute petite chose, etc. Il disait, pas du tout. Vous avez chacun un bulletin de vote. Vous êtes membre d'une association, vous devez la tenir comptable des engagements qu'elle prend. Quand vous allez faire vos courses, quand vous allez investir, toutes les décisions, vous êtes responsable. Vous êtes un homme ou une femme debout, et donc vous prenez vos engagements. Et oui, je pense qu'il faut surtout pas... C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu cette tentation de dire, on l'a souvent en France, il faudrait un sauveur, un gars qui arrive et qui prend les décisions pour nous. Et alors déjà, au niveau de la France, on a un peu de mal. Alors au niveau du monde, il n'y aura pas de maître du monde. Hein. Ça, j'ai mis les mains de Kant. Donc vous l'annoncez aujourd'hui sur KTO Je les ai mis Radio. un peu dans le D'accord. G20, le G7, etc. Ouais. Je veux vous dire, avant de penser qu'il va se passer quoi que ce soit, il y a du temps. Donc non. Non, ça veut dire qu'il faut qu'on se prenne en main, et effectivement, chacun avec notre capacité. Et c'est vrai, Bruno le disait pour sa stratégie industrielle, mais même aujourd'hui, pour attirer des talents, en gros, si vous comportez comme un sagouin, vous avez peu de chances d'attirer les meilleurs. Parce que c'est comme ça, les Ou de gens... les garder. Ou de les garder. Donc il y a quand même quelque chose de vertueux dans tout ça. Et encore une fois, il ne faut pas se laver les mains. Je pense qu'il faut vraiment agir chacun à sa mesure. Il ne faut pas non plus se culpabiliser. On peut faire plus ou moins à des moments différents de sa vie. Mais je crois qu'aujourd'hui, encore une fois, face au tourbillon, même à la tempête à laquelle on fait face, quand on a toutes les questions qui se posent à nous, je pense que baisser les bras n'est pas la bonne solution. Certainement pas. Et certainement pas le moment, alors. Et certainement pas le moment, non. Et vraiment, et je serais, encore une fois, je me tourne... Je suis beaucoup plus optimiste que toi, Bertrand. Voilà, mais je sais bien, c'est pour ça que je faisais allusion aux appels quasi hebdomadaires de Bruno. Moi, je suis assez passionné, donc je monte vite dans les aigus, puis je redescends et je remonte. On a la même moyenne, mais elle ne se calcule pas de la même manière. Et donc, Bruno me dit, on n'a pas le choix, on avance. Mais vas-y, j'étais très frappé par ton attitude pendant le Covid en particulier. En fait, ce qui est frappant lorsqu'on est industriel, d'abord, on est inscrit sur le temps très long quand on est industriel, premièrement. Et j'aimerais bien faire un parallèle avec la construction de l'Europe dans le développement durable. On dit l'Europe n'avance pas. Mais en fait, c'est pas vrai. Le politique ne parle pas de l'Europe, mais toutes les semaines, j'ai des distributeurs, des fournisseurs qui s'achètent, qui créent des réseaux. Je crée moi-même des filiales dans l'Europe on crée les premiers tarifs européens, on crée les premiers... Notre prochaine filiale, on va l'avoir en droit européen et pas en droit national. En fait, je pense que dans le développement durable, c'est un chemin qui a commencé, il n'y a pas de marche arrière. Quoi que les personnes disent, puisque les industriels et les clients vont devenir de plus en plus exigeants, les pays vont devenir aussi en exportation et en importation de plus en plus exigeants, et ils ne travailleront qu'avec les entreprises et les entrepreneurs et les collaborateurs qui monteront patte blanche sur énormément de sujets. Donc en fait, je crois qu'il y a en fait une petite mécanique qui est discrète, qui est dans l'ombre, mais qui avance. Et juste avant, j'avais un conseil d'administration, je viens de venir ici, et en fait, on parlait du projet 2030, et dans le projet 2030, il y a le passeport numérique interne, le passeport numérique externe, la taxonomie, le calcul des crédits carbone, la cybersécurité. Ça fait partie des 5 nouveaux sujets sur lesquels il faut qu'en 2030, on soit parfait. Sinon, on sait que nous n'aurons pas d'avenir entre 2030 et 2040. Une lourde responsabilité, comme c'est des enjeux comme c'est Oui, très, c'est très vrai, moi, lourd, cette affaire, je hein. crois vraiment que dans ces moments, et je reprends l'exemple de Jean Monnet qui est très inspirant, qui a des moments clés en 1914. Vous imaginez Jean Monnet qui a 26 ans, ou quelque chose comme ça, ou 27 ans, par des amis d'amis d'amis, il a été réformé, il ne peut pas faire la guerre, mais il se dit ça va très mal se passer parce qu'il analyse les choses. Il fait ce qu'on appelle un balance sheet. Alors, le balance sheet en anglais, c'est le bilan de l'entreprise, mais à l'époque, c'est faire la balance de la situation sur a sheet, une pièce de papier. Il va voir René Viviani, président du Conseil, à l'été 14, pendant la bataille de la Marne, et il lui dit ça va mal finir, mais parce que les Anglais font leurs efforts, les Français font leurs efforts, machin, vous parlez pas, vous n'avez pas les mêmes armements, les mêmes munitions, enfin, en gros, face à l'Allemagne, c'est mort. Et le gars convainc Viviani de lui confier les clés de l'autorité franco-anglaise des approvisionnements.
voilà, on est bataille de la Marne, on ne sait pas très bien où ça va. Ben voilà, on en est là. Il faut qu'on soit déterminé, qu'on avance et qu'on sache effectivement faire la part de ce qu'on disait tout à l'heure, enfin, du souffle, de la mousse, de l'écume, et puis de ce que rappelait Bruno, de ce que disait Léa, qu'il y a des tendances sous-jacentes qui ne vont pas disparaître. Mais en même temps, c'est vrai que c'est compliqué de naviguer. C'est vraiment compliqué de naviguer parce que vos collaborateurs, ils sont aussi soumis à cette mousse. Donc, ils se posent des questions. Et puis, vous avez des gens à l'extérieur. Enfin, je pensais à un directeur financier qui m'expliquait qu'en roadshow, donc quand il va présenter les comptes de son entreprise à l'étranger, il y a un investisseur britannique qui lui dit écoutez, arrêtez avec vos conneries, là maintenant, de toute façon, ça va très mal finir, donc laissez-nous en profiter. Voilà, donc. Soyons épicuriens et on verra. Voilà, ce qui mais il se faut passe. faire face à ça. Donc il ne faut pas ignorer cette partie-là. De même qu'il ne faut pas ignorer le fait qu'il y a une question de défense. Et peut-être qu'il y a une ruse de l'histoire. Je rebondis sur ce que disait Bruno. Je trouve ça assez extraordinaire que cette crise d'Ormuz, elle mette en évidence ce qu'on essaie de dire depuis 10 ans. Oui, c'est complètement idiot de dépendre des ressources fossiles dans des pays compliqués sur lesquels on n'a pas de prise. Alors voilà, donc peut-être que c'est une ruse de l'histoire. C'est pas l'argument du changement climatique qui va faire mouche. C'est l'argument, précisément ce que disait Bruno, de la souveraineté. Et c'est vrai dans les pays européens comme dans la plupart des pays qui... Aujourd'hui, lorsque vous allez avoir besoin par rapport à la complexité du monde global, à une taxonomie précise au niveau de la direction générale de tout. Ouais. Parce qu'il va falloir prendre des décisions en temps réel sur quasiment tout. Donc il vous faut des outils, il vous faut des méthodologies, il vous faut des collaborateurs, des collaboratrices qui apprennent à changer votre logiciel, mais aussi l'écosystème que vous avez de fournisseurs et de clients autour de vous. Et je pense que je vois la pression qui monte sur tous les industriels qui veulent continuer à avancer. Et je pense que ceux qui n'avanceront pas ne seront plus là dans 10 ans pour en parler. Oui, d'autant que vous parlez, la Chine a pris ce virage stratégique. Ouais. Il va avoir un poids de plus en plus important. Il n'y a pas que l'Occident qui s'intéresse à ça, et le reste du monde qui ne s'intéresse pas. C'est pas vrai, ça ne se passe plus comme ça. Non, mais de Ça fait, peut d'ailleurs, être été vrai, c'est mais- les expressions qu'on commence à employer dans les médias où on dit que la Chine est devenue un electrostate. Non pas parce qu'ils ont abandonné plutôt que les autres le pétrole et le gaz, c'est parce qu'ils sont en train d'électrifier tous leurs usages. Alors on sait évidemment avec les voitures électriques. Si vous êtes allé en Chine récemment, c'est stupéfiant. Enfin, vraiment, C'est stupéfiant. il n'y a plus de bruit. Enfin, l'eau est propre, il n'y a plus de bruit. Enfin, alors que ceux qui étaient allés en Chine il y a 30 ou 40 ans, c'était horrible, quoi. Il y a 15 ans. Même il y a 15 ans. Donc effectivement, ça montre que c'est possible. Et donc c'est la crise qu'on vit aujourd'hui dans le Golfe. Encore une fois, c'est peut-être une ruse de l'histoire qui disent, on peut pas dépendre pour les 50 prochaines années de 50 km de détroit à Ormuz entre deux pays qui se détestent avec des États-Unis imprévisibles. Vous êtes industriel comme chef d'État ou autre, vous ne pouvez pas mettre tous vos œufs dans ce panier-là. Donc voilà, il faut croire aux ruses de l'histoire. Ouais. Et paradoxalement, cette dimension mondiale pose les questions de la souveraineté justement de chaque pays. En fait, Bien sûr. par rapport à ça. Et puis je pense que les outils numériques ont progressé. L'arrivée de l'intelligence artificielle va nous permettre de faire des calculs, de faire des analyses qui n'étaient pas possibles auparavant. Donc en fait, on a les outils, les bases de données qui sont en train de se mettre. Donc en fait, on arrive dans un monde dans lequel la puissance du numérique va nous permettre d'avoir accès et de prendre des décisions. Oui, on est dans un domaine où la science, la mathématique, l'art du chiffre compte beaucoup en fait. Beaucoup. Et en fait, il faut faire cette gymnastique permanente entre ne pas mourir demain et penser à après-demain. Enfin, c'est compliqué. On regarde le prochain mois, et ça Bruno me le rappelle toutes les semaines, mais en même temps, il faut quand même se dire à quoi ça ressemble dans 5 ans ou dans 10 ans. Ça, c'est la première dimension temporelle. La deuxième, c'est osciller entre micro et macro. C'est-à-dire se dire, en mode macro, les grandes tendances, etc. Et puis en mode micro, ce qu'on fait avec Léa ou ce que tu fais dans ton activité, ça se traduit comment on explique à des gens qui n'ont pas forcément les mêmes outils, le même niveau d'information, la même sensibilité, etc. Et je trouve que cette gymnastique, elle est passionnante, mais elle est exigeante. Ça, c'est parce qu'on a envie d'être plus simple et d'aller droit à des trucs simples, voire simplistes. Et s'engager avec le monde, je reviens un peu sur des gens comme nous qui ne sommes pas dans ces métiers-là. La prise de conscience, mais aussi des outils concrets. On parlait de consommation. Qu'est-ce qu'on peut faire plus concrètement ?
des personnes lambda comme moi, comme ceux... Bon, je pense que chacun sait très bien ce qu'il veut Ouais, faire. on sait Après, très c'est une bien. question de volonté. Ouais. Ça peut très bien s'occuper des personnes en difficulté près de Oui. chez soi. Ça peut... C'est s'intéresser à sa sous-communauté. En fait, je trouve qu'avec le monde numérique, on a accès au monde entier. On en a oublié un petit peu les personnes et les tribus, les clans qui sont autour de nous. Moi, je pense que le seul conseil que je donnerais, c'est regarder autour de vous. Est-ce que c'est à 500 mètres, c'est à 1 kilomètre, c'est à 10 kilomètres? Faites un cercle. Et voyez comment vous pouvez avoir un impact. Et ça peut être du temps, ça peut être de l'argent, ça peut être des compétences aussi, partage de compétences. Voilà, c'est comme Non, ça que ça se fait. quand Léa parle avec une entreprise dans laquelle on a investi et qui dit comment je fais ça, je vais essayer des exemples, n'hésite pas. C'est passionnant. On a une entreprise en Équateur, une entreprise au Mexique, au Kenya, qui nous dit voilà, je ne sais pas si tu veux donner un exemple. Oui, complètement. Là, on a des entreprises dans la santé, par exemple, qui ont un impact vraiment. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent ça, mais pour le coup, qui est vraiment dans leur ADN, qui permet un accès aux soins à des milliers de personnes chaque année et qui sont vraiment impressionnantes et qui sont venues nous voir pour les aider sur les sujets de genre, par exemple. Comment s'assurer que les femmes soient bien traitées, et les enfants soient bien traités, qu'il n'y ait pas de sujet de violence de genre. Et donc, évidemment, c'est des nouveaux sujets et on essaye de défricher ces points avec elles, en tant qu'entreprise de la santé, ce qu'elles peuvent faire sur cette thématique. Et voilà, et on sent que ça a vraiment, ça peut vraiment avoir un impact. Elles sont vraiment au cœur à la place parfaite pour identifier quand il y a des violences de genre, pour aider les femmes et les victimes de violences à aller au bon endroit, etc. Enfin, il y a plein de... Voilà, c'est vraiment... et comme tu disais, s'ancrer dans la communauté, avec leurs patients, leurs patientes, et s'assurer d'avoir un service qui réponde vraiment aux besoins et aux enjeux locaux. Alors pour faire le pont entre ce que disaient Bruno et Léa, et sauf que l'entreprise, il y a plusieurs entreprises dans la santé dans laquelle on investit, mais la dernière est une entreprise au Kenya qui s'appelle Penda Health, qui est à la fois une entreprise qui traite pas des milliers, mais des dizaines, des centaines de milliers, entre 1500 et 2000 par jour. Donc on parle presque de millions de personnes dans les bidonvilles du Kenya. Et donc effectivement, c'est des flux de personnes, il faut faire attention. Enfin, tout ça, c'est des questions très concrètes. Et en même temps, ce qui est assez amusant, c'est que le fondateur qui est américain avait un accès à OpenAI. Et c'est cette Penda Health qui a été la première entreprise de santé de la planète à utiliser l'IA pour ses patients, qui payaient $2 leur consultation dans le bidonville de Nairobi. Donc le monde est tout petit en réalité. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on arrive à ce qui était inimaginable il y a 20 ans, 50 ans, etc. Oui, alors, Macro. Dans la petite minute qui nous reste, un dernier message de Bertrand Badré à nos auditeurs. Allez. Non, mais le dernier message, c'est effectivement faire planète. Une anecdote que j'aime beaucoup, et je vais peut-être conclure là-dessus. Alors ça va trahir mon âge ou notre âge. Je l'ai dit tout à l'heure. Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev, donc qui dirigeaient les États-Unis et l'Union soviétique au début des années 80, se rencontrent pour la première fois en novembre 1985 à Genève. En pleine guerre froide, donc. Là. En pleine guerre froide. C'était l'époque des euromissiles. Moi, quand j'allais apprendre l'allemand et j'étais dans une famille où on m'expliquait « Besser rot als tot », mieux vaut rouge que mort. C'était vrai. Enfin, c'était tendu. C'était la guerre des étoiles, etc. La réunion entre Reagan et ses équipes et Gorbatchev et ses équipes se passe très mal. Et à la fin, Reagan se lève et dit à Gorbatchev « Écoute, on va aller parler tous les deux avec nos interprètes. On laisse tes équipes. Viens avec moi. » Les Suisses, très prévenants, mettent en place une cabine au bord du lac Léman, une cheminée, 2 interprètes. Et puis, ils se parlent 2 heures et on ne sait pas ce qu'ils se disent. Vraiment, rien du tout. Et Gorbatchev, un peu avant sa mort, lâche le morceau à la télévision américaine. On lui dit, mais qu'est-ce que vous vous êtes raconté? Il dit, c'est très simple. Reagan m'a dit, mais si les États-Unis étaient attaqués par des extraterrestres, est-ce que vous viendriez à notre secours? Je dis, oui. Et si l'Union soviétique était attaquée? Oui. À partir de là, on a vu qu'il y avait quelque chose de plus grand que nous qui nous dépassait, qui était nous,
l'espèce humaine sur cette planète et qu'on avait plutôt intérêt à commencer à désarmer. Ils ont signé les accords, etc. Donc est-ce qu'aujourd'hui on va retrouver cet esprit qui fait qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous dépasse et qui fait qu'on a intérêt à se battre pour ça? Merci infiniment Bertrand Badré d'avoir accepté cette carte blanche que vous avez conçue. C'est vous qui avez choisi ces deux invités. Merci infiniment Léa Brumter pour votre présence et Bruno Bouygues. Merci Thibaut qui a réalisé techniquement cette émission. Nous nous retrouverons dans un mois pour une nouvelle carte blanche dans le cadre des conversations du week-end de KTO Radio. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, carte blanche.